Alors, pour analyser cette soirée hier au cours de laquelle Mark Carney a été élu haut la main, c'est le moins qu'on puisse dire, je m'entretiens avec notre panel de stratèges. Jérémy Gillot aujourd'hui, Rodolphe Husny, Gilles Duceppe, bien sûr, et avec nous en studio encore cette semaine, Farouk Karim. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, même, devrais-je dire. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a été surpris par les résultats d'hier? Alors, Mark Carney, je vous le rappelle, a obtenu 86 des voix, ou à peu près. Les autres candidats ont mordu la poussière. La question que je vous pose aujourd'hui, donc, c'est pourquoi? Alors, commençons par vous, Farouk. Oui, c'est assez surprenant, hein, pas la victoire tant que telle, mais le niveau, hein, le 86 J'ai un ami qui me disait hier que c'était moins une course au leadership qu'un vote de confiance au bout de ligne. Hein. C'est quand les militants libéraux se sont dit on va mettre nos œufs dans le panier de M. Carney. Évidemment, je crois beaucoup attiré, comme beaucoup de Canadiens, on le voit dans les sondages, par son CV, hein, donc ce qui peut amener comme expérience économique. Maintenant, on va voir. Donc, c'est surprenant que Mme Freeland aussi, qui était comme perçue comme la numéro 2 de M. Trudeau, et les chiffres ne sont pas très bons pour Mme Freeland. Non, les trois autres candidats sont loin oui, derrière. Exact. Et en même temps, Mme Freeland, son pouvoir de négociation à l'interne diminue évidemment avec M. Carney, pourra quand même la nommer éventuellement au Conseil des ministres, mais elle ne sera pas de l'avant. Pour Mme Gourde, qui sensiblement avait mené une bonne campagne, selon les observateurs, elle, évidemment, elle ne s'attendait pas à gagner, mais je crois que c'est une bonne fondation pour la prochaine fois. Mais en bout de ligne, je crois que les militants libéraux se sont gâtés, se sont dit, ça va être Carney, faisons pas de chichi, faisons pas de chicane interne, donnons-lui un mandat fort, puis voyons ce qu'on peut faire avec ça. Alors, Jérémy, les libéraux ont mis tous leurs œufs dans le même panier, nous dit Farouk. Est-ce qu'ils font bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Le temps nous le dira si c'est une bonne idée. Pour mettre en perspective ce que Farouk disait, regardez la course à la chefferie du Parti conservateur. On avait dit que Pierre Poilievre avait fait mordre la poussière à ses opposants à l'époque et il était allé chercher à peu près 70 des intentions de vote des militants à l'époque. Donc, juste ça, là, ça montre à quel point la domination de Mark Carney a été absolue. La défaite pour Chrystia Freeland est humiliante. Les militants libéraux voient les mêmes sondages que nous tous. Là. Ils voient, les militants libéraux, que Mark Carney est dans la meilleure position. Ils répondent à ces sondages-là par rapport à Donald Trump. Donc, tout le monde se tourne vers M. Carney. Il y a une grosse partie de risque dans ce choix-là parce que M. Carney, on le sait tous, il en fait sa carte de visite. Il n'est pas un politicien, mais ça vient avec un risque parce qu'il n'a jamais été testé en campagne électorale. La partie intra-équipe dans laquelle on a enroulé M. Carney avec du papier bulle est terminée. Et là, il va devoir faire face à la vraie partie qui va commencer très rapidement parce que dès cette semaine, il pourrait être assermenté comme premier ministre et on pourrait se retrouver en élection générale très rapidement. Donc, on va voir si le pari des libéraux aura payé, mais chose certaine, ils se sont rangés massivement derrière M. Carney. Oui, la campagne va peut-être ressembler à un ring de boxe aussi, là. À voir, on va en reparler. Rodolphe, je vous vois, vous avez un petit sourire en coin. Est-ce que vous pensez que les libéraux ont fait un pari risqué? Bien, écoutez, je pense qu'ils ont misé sur la légende qui est toujours Mark Carney, parce qu'on connaît son CV, on connaît toute l'expérience qu'il a, mais on ne sait pas ce qu'il vaut, en tout cas, en campagne électorale. Et je pense que, on a vu déjà dans les débats, il n'y avait pas eu beaucoup d'attaques dans les débats. Donc, ça faisait un peu consensus au sein du Parti libéral. Tourner la page sur l'ère Trudeau. Et oui, c'est une défaite très humiliante pour Chrystia Freeland. Elle n'a même pas gagné sa propre circonscription. Ça veut dire, dans sa propre circonscription, les électeurs libéraux, en tout cas, n'ont même pas voté pour elle. Donc, moi, je pense que c'est un mandat très fort pour M. Carney. Il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, il a le contrôle sur le parti. Et il n'y a pas, par exemple, une fraction ou une autre ou une faction qu'il doit apaiser. Il a, pour utiliser l'expression, les deux mains sur le volant. Est-ce que tout ça est une bonne chose, Gilles, cette espèce de couronnement? Il faut regarder l'ensemble des chiffres. Une élection, ça demande une bonne organisation. Alors, quand on fouille un peu les chiffres hier, on se rend compte que dans le comté de M. Champagne, il y a un grand total de 69 personnes qui ont voté. Dans Lac-Saint-Jean, c'est 18. En Abitibi, 6 personnes ont voté. Donc, il y a peu de gens qui ont voté, tout au moins dans beaucoup de comtés au Québec. Alors ça peut avoir un effet majeur. D'autre part, les débats, on va voir ce qu'il va donner. Les débats qu'il a menés tant en anglais qu'en français étaient ennuyeux. En français, ça va être très difficile pour lui.
Et on commence aussi à enquêter sur M. Carney. Il est parti de Goldman Sachs au moment où les problèmes commençaient en 2003. Brookfield, c'est lui qui a recommandé que ça soit déménagé aux États-Unis. Brookfield est accusé alors qu'il est à sa direction d'avoir déboisé pour 9 000 acres de terrain en Amazonie et il se prétend pour l'environnement. Donc, ces choses-là ne sont pas sorties durant le cours sur leadership, mais ça va sortir durant la campagne. Ah oui, ça, c'est sûr que les conservateurs se préparent à ça. Gilles, je reste avec vous, vous me devancez. Mark Carney a du pain sur la planche, là. Évidemment, il devra prouver que c'est un bon leader, il devra prouver qu'il est capable de passer à travers une campagne et travailler sur son français quand même. Oui, et puis, sa grosse carte, c'est de dire, moi, je connais l'économie. Paul Martin m'avait déjà répondu ça en Chambre. Et que moi, j'avais regardé tous les ministres des Finances, tous des gens qui venaient du milieu des affaires ou de l'économie, et j'avais répondu, c'est bien connu, que tous ses prédécesseurs étaient des danseurs de ballet. Donc, il faut en venir, là. Il faut voir un peu ce qu'il a à proposer, comment ça sera fait. Également, il va ressembler aux 3 autres partis fédéralistes sur la contestation des lois 21 et 96 au Québec. Ça va se passer, ça commence en même temps que l'élection fédérale. Alors donc, il va devoir prendre des positions et non pas tenter de les éviter. Oui, c'est un peu l'alignement des planètes. Rodolphe, quels sont les autres défis qui attendent Mark Carney maintenant? Bien, écoutez, de trouver 343 députés, en tout cas candidats, parce qu'on se souvient qu'il y a quand même pas mal de députés qui avaient dit qu'ils ne se représentaient pas. Et comme il y aura une campagne relativement rapidement, c'est beaucoup de travail comme ça de s'assurer d'avoir des circonscriptions fortes. M. Duceppe vient de parler de certaines circonscriptions qui ont très, très peu de membres. Donc, c'est d'abord, je pense, un gros défi logistique d'organiser une campagne comme ça tout de suite après un leadership. Je pense que ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est d'être prêt pour les débats parce que, écoutez, la courbe d'apprentissage de M. Carney doit se faire très, très rapidement. Des débats des chefs, c'est difficile. Ça prend des fois des mois, voire des années pour certaines personnes. Lui, il va comme ça tout de suite sauter dans le ring. Puis en français, Yves-François Blanchet, excusez-moi l'expression, mais il va le manger. Touron, on pourrait ajouter. Hein? Alors, Jérémy, évidemment, le temps presse. Alors, c'est ça, c'est ce qui arrive, c'est que le temps presse pour M. Carney, puisqu'il n'est pas élu. Donc il ne peut pas continuer très, très longtemps comme ça. Le temps presse, la campagne va être dure. Ça va être difficile pour lui de s'en sortir quand même. Oui, ça va être difficile. Et pour ajouter sur ce que les collègues disaient, c'est pas juste une question de français et de temps, c'est aussi une question de personnalité. M. Carney va aussi devoir apprendre à mieux vulgariser ses propos pour se faire comprendre des Canadiens et des Canadiennes. Et là, quand on rentre en français, ça rajoute un défi additionnel pour lui. Parce qu'il a tendance à parler dans un langage très financier, très banquier, très technocrate. Et pour ça, en politique, quand on dit qu'il doit apprendre à devenir un politicien rapidement, on parle du temps qui presse, on pourrait se retrouver en campagne électorale dès la semaine prochaine. C'est exactement ça qu'on veut dire. Les politiciens sont aussi capables de simplifier un contenu très complexe. Et ça, M. Carney ne nous a pas encore montré qu'il était capable de le faire. Il a tendance à se réfugier dans des concepts macroéconomiques et c'est loin de la réalité des gens. Donc ça va être un autre de ses défis au cours de la prochaine campagne électorale. Farouk, je lisais dans la presse, peut-être surtout au Québec, là, il va falloir qu'il nous montre qu'il y a un cœur qui bat derrière la carapace, la façade. Est-ce que M. Carney a le charisme nécessaire? Oui, mais M. Carney a comme la force de sa faiblesse. Hein? Donc, il incarne très bien un contraste avec le précédent premier ministre, ce qui est une bonne chose parce que les Canadiens veulent du changement. Donc, il doit incarner ce changement-là. Évidemment, les gens qui sont à côté de lui ont tous été dans l'équipe de M. Trudeau, donc incarner ce changement-là devient difficile. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Moi, la première priorité que je mettrais pour M. Carney, c'est à court terme, je sais que c'est difficile à faire, mais il doit incarner cette confiance-là que les gens semblent lui donner. C'est-à-dire son CV semble bon. Rodolphe parle de la légende semble bonne. Maintenant, il faut que ce soit concret. Parce que pendant le prochain mois de campagne, ce que les gens vont s'attendre, est-ce qu'on peut lui faire confiance? On ne le connaît pas tant que ça. Il va y avoir des attaques. M. Duceppe en a parlé. Les conservateurs vont s'y mettre. C'est déjà fait. Le NPD aussi. Donc,
il faut savoir est-ce qu'on peut lui faire confiance et c'est ça qu'il devra démontrer. Et la première chose où il doit le démontrer, c'est en faisant son conseil des ministres. Quelle équipe avec qui il veut s'entourer? Est-ce qu'il y a des nouveaux visages? Est-ce qu'il y a des visages de confiance? Et par la suite, comme Jérémy le disait... Il veut une équipe réduite, d'ailleurs. Oui, ça va être réduit. Là, pour le temps de la campagne, je pense. Et comme Jérémy le disait, moins de langue bureaucratique et plus de langue française, je crois que ce serait ça mon conseil pour les 10 prochains jours. En 10 secondes chacun, les élections, si vous regardez dans votre boule de cristal, quelle date? Avant le 24 mars, assurément, avant la fin de semaine prochaine, pour un vote le 5 mai. Pourquoi? Pour que le vote par anticipation ne tombe pas pendant Pâques. Rapidement, Jérémy, quelle date pour le déclenchement des élections et la soirée électorale? D'ici les 7 prochains jours, pour la soirée électorale, je vais aller avec les mêmes prédictions que mon collègue. Rodolphe? Le plus rapidement possible, juste à cause de la menace américaine, des tarifs comme ça qui peuvent tomber tout le temps. Il faut un premier ministre qui a un mandat fort très, très rapidement. Gilles, terminons avec vous, vos prédictions. Moi, je pense que ça va être très rapide, mais le mandat fort, je suis loin d'être sûr. Alors, merci de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous quatre. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.